On y va. Donc moi je m'appelle Jacques Dumont, je suis infirmier au départ, j'ai travaillé longtemps en diabétologie. Maintenant je suis tabacologue, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'ai un master en santé publique, je travaille à l'hôpital Erasme de l'HUB, à la faculté de médecine, aussi de l'ULB. Et je suis formateur en entretien motivationnel. Et donc, j'ai eu l'occasion, ça c'est la minute de publicité, d'écrire un bouquin avec un collègue il y a 2 ans maintenant sur l'entretien motivationnel. Donc, ce que je vais vous raconter, ça vient un peu de ça et aussi de un peu ce qui est, on ne va pas dire notre Bible, parce que comme je viens de l'ULB, on n'a pas de Bible, mais quelque chose qui est important, qui sont en fait les livres que publient régulièrement les fondateurs de l'entretien motivationnel, dont on parlera très très brièvement, parce que ce n'est pas du tout le but de l'après-midi. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'est, ce que n'est pas l'entretien motivationnel, j'ai une des participantes qui s'est proposée volontairement pour faire un mini jeu de rôle. En fait, on avait prévu de faire ça là. Ça te dérange de venir ici ou tu veux que je vienne là? Je vais venir là, ce sera plus facile, comme ça tu ne dois pas te déplacer. Désolé, il y a moyen juste de reculer quelques instants. Donc l'idée, c'est d'abord de vous montrer ce que n'est pas l'entretien motivationnel, sachant que donc l'entretien, merci beaucoup, l'entretien motivationnel, on va l'utiliser dans les changements de comportement, donc dans la motivation de la personne. Donc ce que je vous montre d'abord, ce n'est pas de l'entretien motivationnel. Je vous demanderai ce que vous en pensez. Voilà, donc j'aimerais bien quand même que maintenant vous vous décidiez à faire vous-même l'autosondage. On en a parlé à plusieurs reprises et donc là je pense que maintenant vous n'avez plus trop le choix. Donc je vais reprendre peut-être la technique, on va vous donner le matériel et puis voilà, moi je vous propose de vous y mettre. Monsieur, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous ne vous rendez pas compte, l'anatomie féminine, c'est pas comme vous, un homme avec une verge, c'est tellement facile. La femme, nous, on a beaucoup plus difficile. Moi, je n'ai pas envie de me lancer dans tout ça. Oui, en même temps, je pense que je vous ai expliqué clairement à plusieurs reprises les avantages qu'il y aurait à faire ce type de sondage, d'autosondage. Et énormément de personnes le font sans difficulté, donc là je pense que autrement vous risquez vraiment d'avoir de plus en plus de problèmes. Est-ce que vous en êtes consciente? Alors d'abord c'est ma vie et je pense que j'ai des choix à faire et c'est mes choix. C'est pas vous qui décidez à ma place. Et donc moi je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Je vis très bien comme je vis actuellement et j'aimerais pouvoir continuer à vivre comme ça. Oui. Enfin, je sais aussi quand même qu'il y a un certain temps, avec le problème de sclérose en plaques que vous avez, c'est que vous n'aviez pas pris votre traitement tout à fait correctement non plus. Donc, il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez-vous vraiment pour votre santé? Et je te laisse, c'est bien, tu es bien remonté comme ça, c'est très bien. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Culpabilisant. Menaçant. Vous n'y arrivez pas, espèce de... Voilà. Très dévalorisant. Merci. Pardon? Ah ouais, tout à fait. Dans le jugement. On est dans le jugement aussi complètement. D'accord. Donc, ça ne vous convient pas? Donc, OK. Donc, l'idée, c'est d'essayer de le faire un peu plus dans un style motivationnel. Donc, de nouveau, l'idée, c'est que je serai assis ou qu'on puisse communiquer correctement. Et puis, ça va être un peu rapide. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est un peu d'illustrer maintenant ce qu'on peut faire dans l'entretien motivationnel. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prenne quelques minutes pour reparler de cette question éventuelle? Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais cette question de l'autosondage. Oui, d'accord. Au fond, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit, est-ce qu'il y a des choses où vous dites parfois, tiens, oui, peut-être que quand même ça pourrait m'apporter certains avantages, et auxquels est-ce que vous avez éventuellement pensé? Mais pour l'instant, je vois ma vie qui se passe correctement et je me dis que ça va être peut-être quelque chose de difficile pour moi, de compliqué, de technique, que je vais devoir intégrer dans ma vie de tous les jours. Donc c'est surtout les freins qui sont là pour le moment. C'est surtout de se dire ça serait difficile de l'intégrer dans ma vie. Surtout que pour l'instant, je vis correctement avec ma sonde. D'accord. Et vous ne voyez pas
pour l'instant, en tout cas, davantage à pouvoir le pratiquer de manière différente avec juste de l'autosondage vous-même. Ça, pour le moment, ça ne semble pas évident. Non, ou alors je devrais vraiment être accompagnée avec, voir peut-être une hospitalisation pour qu'on m'explique un petit peu mieux, voir les avantages à ce moment-là que je pourrais en retirer par rapport à ce que je vis actuellement. D'accord. Donc là, c'est pas clair pour vous les avantages que vous auriez. Ce que vous dites aussi, vous aurez besoin d'être accompagné, en tout cas vraiment au début et même... Ça fait peur. Ça vous fait peur, d'accord. Est-ce que éventuellement vous seriez d'accord de rencontrer quelqu'un qui a un peu votre âge et le même type de pathologie, qui pratique ça déjà régulièrement, pour en discuter avec elle? De voir effectivement la personne pour pouvoir discuter, surtout si elle a la même pathologie que moi et qu'on est dans le même cas, ce serait intéressant, oui. D'accord. Donc là, vous seriez d'accord, voilà, sans engagement, comme on dit, hein, mais de pouvoir rencontrer quelqu'un qui le fait déjà. Oui. Parfait. Est-ce que vous seriez d'accord que j'organise ça en fonction, bien sûr, de votre emploi du temps? D'accord. Merci. De rien. Voilà, donc c'était un peu rapide et en même temps, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous adaptez à la personne, Oui. à son rythme. C'est elle qui fixe les limites de ce qu'elle désire. Ok, donc on respecte le rythme de la personne, c'est plus centré sur elle. On pose beaucoup de questions pour voir si ça correspond à ce qu'elle veut. D'accord, donc des questions et des questions plutôt... Des questions plutôt ouvertes. Merci. Quoi d'autre? Un grand respect, voilà, vous dites que vous croyez que ça pourrait être bien pour vous. Il y a du respect. La personne, en fait, reste le centre de... Oui, tout à fait. Il y a de l'écoute. Tout à fait. C'est centré sur la personne. Tout à fait. Autre chose. Pouvoir la mettre à l'aise, qu'elle va rencontrer quelqu'un qui a la même pathologie et qui s'en sort. Ok, donc la confiance, l'empathie, la disponibilité. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de choses. Et c'est le choix. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas trop long, donc c'est pas seulement... on ne perd pas la chose importante à dire. Parce que parfois, les éducations en quoi, c'est très long et à un moment donné, on déconnecte. Ok. Je vais mettre court, mais c'est parce que ici c'était le contexte aussi comme... mais tu as raison, tu as quand même raison, malgré, Oui, malgré ça. Et le cours d'anatomie où de toute façon le patient ne va pas comprendre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une prise en charge globale. Ok, c'est global. Ok. Ok. Des intervenants qui sont? Il y a Il y a deux intervenants qui vont... Oui, tout à fait. Donc, dans l'entretien motivationnel, on va retrouver quasi tout ce que vous avez mis là. Qu'est-ce qui fonctionne habituellement quand vous êtes en interaction avec un patient autour d'un changement de comportement? Dans votre comportement, qu'est-ce qui fonctionne? L'empathie, le fait de dire qu'on comprend. Ok, l'empathie. Si tu veux bien, retiens ce que tu viens de dire. Je reviendrai là-dessus sur le « je comprends ». Mais Je dis, moi, je comprends, les patients en général, ça passe pas. oui, voilà, mais c'est bien, on y vient maintenant. On fait une micro-parenthèse. Donc, tu as dit l'empathie et tu as hyper raison. C'est vrai que tu ne peux pas dire un peu plus sur le « je comprends » ? Parce qu'en général, on n'a pas leur vécu et que donc, ils disent, ben non, tu n'es pas dans ma situation, donc tu ne comprends pas ce que je suis. Voilà, donc de nouveau, c'est pas le débat. C'est vrai qu'on essaye, dans nos formations, c'est ce qu'on essaie de faire passer aussi, c'est d'éviter le « je comprends », parce que c'est vrai, ce que tu dis, on a envie de comprendre, on essaye de comprendre, mais c'est vrai que parfois les patients, surtout s'ils sont un peu en discorde et on peut bien les comprendre, quand on dit « je comprends », parfois ils nous disent « écoutez, non, là je ne pense pas que vous pouvez comprendre ». Et donc voilà, c'est juste ça, hein, c'est pas du tout... Donc on rebobine, l'empathie, tu avais dit, hyper important. Quoi d'autre ? La connaissance de... Moi, je commence toujours mes entretiens par d'abord qui j'ai en face de moi, de cadre. Parlez-moi de vous, quoi, c'est ça. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là?
là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce que vous désireriez? Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre? Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais eu un refus parce que je suis là pour vous aider. Ok, donc la collaboration, quelque part, vraiment, d'accord. Enfin, moi, je parle parce que je fais de l'hospitalisation, donc en amont, de discuter avec ses collègues sur quel est le message qu'on veut faire passer. Ok, tu veux dire, c'est pas clair pour moi, quel message on peut faire passer? Si on doit demander quelque chose à un patient, mais qu'est-ce qu'on veut exactement obtenir de la personne? C'est quoi qu'on aime, à quoi on aimerait aboutir? C'est ça, okay. Qu'on soit clair sur l'objectif. D'accord, merci. Oui. Moi, je dirais l'ouverture, ne pas avoir quelque chose de trop théorique. Tout à fait. De s'adapter, comme tu disais, de s'adapter à la personne. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on parle de ça. On épargnera peut-être après. Exactement, super. Moi, je dis toujours, qu'est-ce qui vous fait peur ou quelles questions vous voudriez me poser? Exactement, chouette. Vraiment centré sur la personne et super. Ok, j'ai déjà plein de choses qui m'intéressent et qui vont tout à fait dans le sens de l'entretien motivationnel. Une autre chose, et puis je vais quand même travailler un peu, ce qu'on se dit aussi pour commencer, c'est que informer, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, bien entendu, et en même temps, ça ne suffit pas. Alors je pose la même question à tous les groupes que j'ai depuis 18 ans. Vous savez tous et toutes ici que les recommandations de l'OMS, c'est de faire du sport 3 fois par semaine, 30 minutes, une activité soutenue, blablabla, etc. Est-ce que vous voulez bien lever la main? Qui est-ce qui fait du sport au moins 2 fois par semaine parmi vous? 1, 2, 3, 4... 4 seulement. C'était mieux dans l'autre groupe, hein, mais bon. Donc, voilà. Je n'ai pas levé la main, même si ça commence quand même, sincèrement, depuis le temps que je répète la question, je finis par me dire qu'il faut que je le fasse aussi. Mais vous voyez, ce n'est pas encore efficace. Donc, l'idée, c'est que, alors c'est un peu par l'absurde, voilà, et le but, c'est pas de vous ennuyer avec ça, mais c'est juste de dire, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on va le faire. Et donc, bien entendu, vous avez dans votre boulot par rapport à l'autosondage des informations à apporter, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on amène plein d'arguments à la personne que la personne va pratiquer cet autosondage. Et si on demandait à ceux, aux 4 qui font du sport régulièrement, pourquoi ils le font, je ne pense pas que c'est parce que l'OMS leur a dit, ou ce n'est pas parce qu'ils ont vu un bel exposé sur les risques cardiovasculaires, etc. Je pense que s'ils le font, c'est parce qu'ils y trouvent des avantages. Et c'est ça l'idée de l'entretien motivationnel. C'est qu'on va partir des motivations de la personne. Bien sûr, nourri par certaines explications que vous allez donner, et en même temps, on est vraiment centré sur la personne. Et donc, la définition de l'entretien motivationnel, c'est donc une méthode de communication participative orientée vers un objectif précis. Elle se focalise tout particulièrement sur le langage du changement. L'objectif est de renforcer les motivations personnelles et l'engagement vers le changement. Donc, c'est une méthode de communication. Ce n'est pas une thérapie, c'est une méthode complexe de communication avec un patient ou avec un bénéficiaire. C'est orienté vers un objectif précis. Donc, ça rejoint un petit peu, il faut qu'on sache vers où on va. Donc, l'idée, c'est qu'on a un objectif précis. Par exemple, l'autosondage, se dire, je vais utiliser l'entretien motivationnel dans ce but-là. Et le but que l'on a, c'est un objectif où on est, entre guillemets, relativement tous d'accord au niveau thérapeutique, de se dire, bon, ça peut être une bonne chose pour cette personne. Ça se focalise sur ce qu'on appelle le langage du changement. Donc, en fait, quand l'entretien motivationnel a été développé dans le siècle passé, à la fin des années 1980, ça a été développé dans l'alcool. Donc, c'était en fait 2 thérapeutes qui se sont rencontrés, un psychiatre, un psychologue, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à réfléchir ensemble, ils ont fait de la recherche pour voir si ça fonctionnait, leur mode d'interaction avec les patients, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais il a fallu attendre 10 ans pour savoir pourquoi ça fonctionnait. Et donc, ça fonctionne entre autres parce qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle le langage de changement. Le langage de changement, c'est tout simple, c'est toutes les motivations que la personne va donner. Oui, je sais que j'aurai moins de risque d'infection, je sais que ça me permettrait d'être plus autonome. Voilà, donc c'est les motivations de la personne,
Si on prenait ici ceux qui font du sport, ils diraient peut-être « ça me permet de me détendre, ça me permet de rencontrer des gens sympas, ça me permet de maîtriser mon poids ». Enfin voilà, leur motivation. Ils ne diraient pas « oui, ça diminue mon risque cardiovasculaire et ma survie à long terme ». Enfin, peut-être que oui, hein, mais je ne pense pas tellement. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est ce fameux langage du changement, c'est toutes les motivations de la personne, on va y revenir, et aussi tout ce que la personne a déjà essayé de faire et a pu mettre en place. Et donc, l'objectif, c'est de renforcer les motivations de la personne et d'arriver jusqu'à un engagement au changement. Alors, ce n'est pas qu'on va attendre à tout prix qu'à la fin de l'entretien, la personne dise « oui, j'y vais », ce n'est pas ça l'idée, mais la démarche de l'entretien motivationnel, c'est aller jusqu'à cet engagement. Est-ce que là-dessus, vous avez des remarques, des questions? Ça vous intéresse? On continue là-dessus ou pas? Ça vous va? Souvent, on prend la métaphore du tango dans l'entretien motivationnel parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous êtes le guide. Alors ici, c'est l'homme, je suis désolé, voilà, surtout qu'on est en minorité ici, donc on ne va pas faire des débats là-dessus. Mais donc, c'est lui le guide dans le tango. J'y connais rien, mais je répète ça depuis 20 ans. Et en même temps, il va complètement être en symbiose avec sa partenaire et il va la suivre complètement dans la danse. Et donc, vous, c'est la même chose. Vous serez le guide de l'entretien avec votre objectif qui est là, pas un objectif caché. Donc, c'est clair que le patient, il sait ce que vous cherchez. Et en même temps, vous allez vous adapter vraiment, comme vous l'avez très, très bien dit d'ailleurs, à la personne qui est en face de vous. Alors, je reviens juste en arrière, parce que ça je ne vous ai pas dit. Une des choses importantes dans l'entretien motivationnel aussi, c'est qu'on va faire attention à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne est ambivalente par rapport au changement de comportement, oui, je me doute bien que j'aurai des avantages à faire l'autosondage, mais j'ai peur de commencer à faire ça chez moi, j'ai peur aussi de me blesser, ou enfin bref. Tous les désavantages qu'elle en retire, et d'un autre côté, elle dit oui, ben, c'est vrai que je serai plus autonome, et puis d'après ce que vous m'avez expliqué, il y a plein d'avantages, mais bon, elle est ambivalente. Si face à son ambivalence, vous êtes très fort avec votre réflexe correcteur, et le réflexe correcteur, c'est quelque chose qu'on trouve chez tout le monde, mais parfois un peu plus chez les soignants. Le réflexe correcteur, c'est d'essayer de convaincre l'autre, comme j'ai fait dans le premier entretien et où votre collègue a superbement bien réagi et votre collègue, elle était dans la discorde, dans la résistance, c'est-à-dire que ça ne lui plaisait pas du tout comment j'abordais la question avec elle et donc elle s'est défendue. Et donc l'idée de l'entretien motivationnel, c'est d'essayer que notre réflexe correcteur il soit tout petit ou éventuellement qu'il disparaisse, parce que l'ambivalence, elle va rester, ça c'est sûr, et aussi qu'on soit attentif à ça. C'est-à-dire que si on sent que la personne, elle n'est pas satisfaite de la relation qui se passe, c'est de se poser très vite les questions en se disant, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que la personne qui est en face de moi, elle se défend tellement? Donc dans l'entretien motivationnel, on va travailler l'ambivalence de la personne, en la respectant, en limitant notre réflexe correcteur et en s'intéressant vraiment à ce qui se passe dans l'interaction. Une autre manière de dire les choses avec quelqu'un de bien plus malin que moi, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, vous avez des infos à apporter, donc la personne, elle ne sait pas par nature les avantages, les inconvénients, etc. Donc vous allez amener des infos, et en même temps, l'idée, c'est que ces motivations, elles viennent vraiment d'elle profondément pour qu'elle ait envie de changer. Il y a 4 conditions pour faire de l'entretien motivationnel. La première, c'est qu'il faut une cible de changement avec laquelle on peut être dans un style guidé. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire un style guidé. En fait, en communication en santé, il y a un peu 3 styles de communication qu'on utilise, que vous utilisez tout le temps. Il y a un style qui est un style plus directif, un style qui est plus dans du suivre, et un style un peu moins naturel qui est le style guidé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le style dirigé, vous allez l'utiliser
En cas d'urgence, quelqu'un a une infection urinaire, on va agir, on va faire ce qu'il faut, on va lui dire, écoutez, là, il faut prendre tel ou tel médicament. On est directif. On est directif dans un autre cadre, un patient diabétique qui fait un malaise, hypoglycémique, vous voyez qu'il est tout pâle, que vous connaissez un peu le diabète, vous dites « Oh, là, à mon avis, il fait une hypo », vous n'allez pas vous asseoir à côté de lui en disant « Tiens, à votre avis, pourquoi ça arrive maintenant? Comment vous auriez pu l'éviter ?» Voilà, vous allez agir, prendre sa glycémie si vous avez ce qu'il faut ou donner un truc pour se sucrer directement si vous n'avez pas ce qu'il faut. On est aussi très directif quand on est débordé de boulot et je pense que vous savez bien ce que ça veut dire et que on doit avancer plus vite sur certaines choses et on sera un peu moins dans la communication même si ça nous fait mal. L'autre côté, le suivre, qu'on va trouver plus dans une crise émotionnelle. Vous avez quelqu'un que vous voyez régulièrement qui vient en visite de routine. D'habitude, les choses vont bien. Et puis là, la personne s'écroule en pleurs devant vous. Vous allez lui dire, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle va vous parler de peut-être son chien qui est mort, son mari qui est parti, ou l'inverse, ou un autre problème. Vous allez l'écouter, la suivre pendant quelques minutes. C'est assez naturel, ces deux styles-là. Le troisième style, donc, qui est guidé, c'est plus donc accompagner la personne et dans l'entretien motivationnel, on est là-dedans, c'est d'essayer de guider la personne vers ce fameux objectif de santé sur lequel on est normalement assez tous d'accord. Donc, on va guider. Et c'est un mélange des deux, en fait. Vous êtes avec une certaine directivité parce que votre objectif, il est assez clair et aussi parce qu'en entretien motivationnel, dans la conduite de l'entretien, c'est relativement directif et ça permet, suite à ce que tu disais là tantôt, que ça ne soit pas non plus trop long. Alors c'est plus long que ce qu'on a fait ici, bien sûr, mais ce n'est pas non plus un truc qui dure, ce n'est pas une séance de psychothérapie. Et en même temps, on va suivre parce qu'on va vraiment être à l'écoute de ce que la personne souhaite, de ce qui est important pour elle, des freins qu'elle a, etc. Donc c'est un peu un mélange des deux styles. Je reviens en arrière sur les 4 conditions pour faire de l'entretien motivationnel. Donc, une cible de changement avec laquelle on peut être dans un style guidé, donc on a clairement notre objectif et en même temps on accompagne la personne. Pour laquelle la personne est plutôt fermée ou ambivalente. Ça veut dire que quelqu'un qui vient vous dire « Bon, écoutez, j'ai bien réfléchi, là je veux vraiment faire mes autosondages, je pense que je pourrais être capable, est-ce qu'on peut prendre le temps pour que vous m'expliquiez, que vous me donniez le matériel, etc. » Ou quelqu'un qui est décidé, on ne va pas faire de l'entretien motivationnel. Parce que dans l'entretien motivationnel, vous allez vous intéresser aussi aux freins. Et donc si la personne vous dit « je suis décidé » et vous savez qu'elle a les moyens de le faire, les capacités de le faire, si vous commencez à dire « tiens, dites-moi un peu, c'est quoi vos freins ?» puis qu'elle vient vous dire, ben oui, quand même, c'est vrai qu'il y a ça qui m'ennuie, et puis ça aussi, oui, tout compte fait, non, je ne vais pas le faire. Donc, quelqu'un qui a résolu, comme on dit, son ambivalence, on ne va pas utiliser l'entretien motivationnel. Par contre, quelqu'un qui est fermé, qui dit non, écoutez, là, pour le moment, voilà, il y a vraiment d'autres choses dans ma vie, je ne suis pas prêt à le faire. On peut quand même refléter en disant pour vous, actuellement, il n'y a aucune raison d'imaginer faire l'autosondage chez vous. Et peut-être que la personne va dire oui, enfin, aucune raison, si, je sais bien qu'il y a ça et ça. Et donc, peut-être que quand même, la personne va parler de son ambivalence et, je n'ai pas dit qu'elle allait la résoudre, mais en tout cas, on peut faire l'entretien motivationnel. Et on va faire de l'entretien motivationnel aussi si la personne est ambivalente, quand elle hésite entre les deux côtés. Avec, donc, troisième condition, ils font qu'on ait un parti pris ou qu'on n'ait pas un manque de neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, une double négation, ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut que votre objectif soit clair. On promotionne l'autosondage. Moi, dans mon boulot actuel, qui est la tabacologie, ben, je promotionne l'arrêt du tabac. Quand quelqu'un vient chez moi, je ne lui dis pas « Oui, enfin, vous pouvez arrêter de fumer, vous pouvez continuer. » On peut en parler si vous voulez, mais voilà, moi j'ai aucun objectif. Ben si, mon objectif, c'est que les gens arrêtent de fumer. Et donc, vous n'êtes pas neutre. Dans une situation où on doit être neutre, et donc je prends toujours cet exemple-là qui est vraiment dans un autre contexte, mais
quelqu'un, une jeune femme qui hésite à faire une interruption volontaire de grossesse, qui n'a aucune raison médicale de le faire, et que c'est juste un choix personnel que cette personne va devoir faire. Si on est là comme professionnel de santé, on ne va pas faire l'entretien motivationnel parce qu'on ne va pas diriger vers garder ce bébé ou arrêter la grossesse. On n'a pas à le faire, on est neutre à ce moment-là. Et dans l'entretien motivationnel, on n'est pas neutre. Donc c'est pour vous dire que dans cette circonstance-là, on va proposer éventuellement à la personne de voir les plus et les moins, et puis c'est elle qui va réfléchir et qui prendra sa décision. On ne va guider vers rien. Tandis que l'autosondage, vous avez un objectif et vous allez guider. Est-ce que sur ça, vous avez des questions, parce que c'est pas toujours dit, et pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler de l'entretien motivationnel éventuellement, en général, les personnes ne parlent pas de ça parce que ce n'est pas des formateurs en entretien motivationnel. Et donc, souvent, on ne retient que l'écoute. Mais donc, c'est ça qui est très important. Et la quatrième condition, il faut qu'on soit dans la compassion, de l'empathie renforcée ou de la bienveillance. Donc, l'idée, c'est qu'on est là aussi pour, entre guillemets, le bien de l'autre, et qu'on essaye d'être dans une empathie vraiment profonde, et vous avez aussi souligné l'importance de l'empathie. Donc, pour l'entretien motivationnel, il faut ces 4 conditions-là. Question là-dessus? Alors, l'entretien motivationnel, ce n'est pas un certain nombre de choses. Et les 2 personnes qui ont développé cet entretien motivationnel ont publié un article il y a quelques années parce qu'on mettait un peu l'entretien motivationnel à toutes les sauces. Ce n'est pas être gentil avec les gens. Je disais ça dans le groupe aussi. Je me souviens, il y a quelques années, avec une collègue psychologue, on était un soir à Liège avec des pédiatres et des généralistes sur l'entretien motivationnel. Et puis à un moment, il y a un médecin qui dit « Ah, ouais, mais vous êtes gentil avec les gens ». C'est pas être gentil, c'est juste essayer de les comprendre, être dans l'empathie, aller chercher leur motivation. C'est pas être bêtement niais par rapport aux gens. Et donc, c'est pas être gentil avec les patients. On n'est pas désagréable non plus, hein, mais c'est pas être gentil. Alors, c'est pas une approche d'écoute active non directive. Alors donc, c'est de l'écoute active. Donc, dans l'écoute active, il y en a certainement parmi vous qui connaissent déjà ça. On est donc dans des questions ouvertes, dans de la reformulation, dans la valorisation. Et donc l'entretien motivationnel, c'est ça. On est vraiment dans ces approches-là. Mais on est un peu directif, comme je vous l'ai déjà dit, dans la manière de conduire l'entretien et aussi avec l'objectif qu'on a derrière. Alors que l'écoute active, qui a été inventée par Rogers, on va y revenir très très brièvement, elle n'est pas directive. Ici, on est quand même un peu directif, mais ça ne veut pas dire qu'on veut à tout prix que la personne s'autosonde et qu'on va tirer la tête si elle ne le fait pas. Mais on a quand même cet objectif-là. Ce n'est pas juste une technique, c'est plus compliqué que ça, et donc c'est vraiment un style complexe de communication. Ce n'est pas la panacée, il y a des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas du tout, donc il y a des personnes qui ont besoin de plus de directivité, qui vous le disent, écoutez, c'est vous qui savez, moi je ferai ce que vous me dites de faire. Ok, on respecte ça, mais ça ne sera pas de l'entretien motivationnel. Par contre, ce qui est très intéressant dans l'entretien motivationnel, c'est que tous les professionnels de santé peuvent l'utiliser assez facilement et peuvent se former à ça. Aujourd'hui, en Belgique, en France, la majorité des professionnels de santé se forment à l'entretien motivationnel. Ça, oublions, j'ai repris l'article, mais pas utile s'il n'y a pas d'ambivalence. Donc, comme on l'a dit, s'il n'y a plus d'ambivalence, on avance, on ne fait pas l'entretien motivationnel. Par contre, si la personne est fermée, on peut quand même le faire. Ce n'est pas du tout une manière de manipuler les gens. Pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que vous annoncez clairement sur quoi vous êtes en train de travailler et aussi que vous n'avez aucun bénéfice à ce que la personne change. Quand vous allez, si vous voulez acheter une voiture, si vous avez encore les moyens, si vous voulez acheter une voiture, le vendeur va essayer de vous vendre le modèle au-dessus.
Il va donc vous manipuler et il va faire quelque chose qui se rapproche très fort de l'entretien motivationnel. Mais il a un intérêt, évidemment, à vous vendre le modèle au-dessus. Vous pas. Enfin, sauf si vous êtes payé par son autosondage accordé, vous me le dites, mais je ne pense pas que ça soit le cas. C'est une approche qui fournit aussi de l'information, parce que donc, une des idées, c'était dans l'entretien motivationnel, c'est la personne qui amène tout. Nous, entre guillemets, on n'amène rien. Ce n'est pas vrai du tout. Vous amenez aussi votre expertise, mais d'une certaine manière que l'on va voir. Donc voilà. Questions, remarques, n'hésitez pas, hein, parce que moi je suis tout seul à parler. Moi, l'entretien motivationnel, ça m'est déjà arrivé parce que je travaille en diabète également. Et donc, les diabétiques sont souvent très récalcitrants. Et donc, moi, j'ai du mal avec les gens contrôlants. Donc, il y a toutes sortes de types, mais les contrôlants qui arrivent déjà comme ça en disant « ton truc ne m'intéresse pas, allez, dépêche-toi ». Là, moi, je ne sais pas comment faire l'entretien motivationnel. Donc, j'explique, j'essaye de le faire adhérer, mais j'ai tendance à dire, bon, ben écoute, c'est son choix. Tu as raison, hein, donc comme on dit clairement, ce n'est pas une panacée. Il y a des personnes qui sont dans un fonctionnement différent avec lesquelles ça ne va pas fonctionner. Mais on peut, je pense, parfois aussi interroger ce qui se passe, tu vois. Et donc, mais là, on sort de l'entretien motivationnel. On veut dire, tiens, là, vous venez là, vous posez comme ça, et puis moi, ça m'interroge, tiens, est-ce qu'on peut en parler? Et puis voilà, donc c'est... Un des grands avantages, j'ai oublié de vous le dire, c'est que dans l'entretien motivationnel, on s'intéresse aussi vraiment très fort à l'interaction qu'on a avec le patient. Et donc, ce que tu viens de dire, et je te remercie parce que c'est intéressant, on va aussi se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là et qu'on le ramène avec le patient. Et donc, l'idée, ce n'est pas de se dire, là, je suis vraiment pas bonne, là, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là, monsieur, dites-moi, expliquez-moi. Et voilà, si ça ne vous intéresse pas, bon, on peut arrêter là, vous savez, il n'y a pas de problème. Voilà votre tigette. Enfin, voilà, je caricature un peu. Et en même temps, c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. D'autres remarques ou questions? Remarques, non? Une petite aparté sur ça? Non, non, c'était autre chose. C'était qu'est-ce qu'on mange. Exactement. Voilà, d'accord. Rien d'autre? OK. Alors, donc, autre structuration dans l'entretien motivationnel. Donc, ça sera de l'entretien motivationnel quand on est centré sur la personne et que l'écoute est empathique. Vous avez déjà insisté là-dessus, donc on est d'accord. Donc, c'est l'alliance, le premier processus de l'entretien motivationnel. Il faut ensuite qu'on focalise. Donc, ça, c'est vraiment demander à la personne, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne quelques minutes pour aborder votre ambivalence à faire de l'autosondage? Et donc, on se focalise sur un sujet et ça permet aussi en cours de conversation, si la personne commence tout à fait à parler d'autre chose, de pouvoir lui dire là, ça a l'air important pour vous, ce qui se passe avec votre fils, et en même temps, est-ce qu'on peut revenir à notre question de l'autosondage? Maintenant, si la personne change tout le temps de sujet, bon, là, on peut aussi voir avec elle, tiens, là, c'est difficile pour vous qu'on continue à parler de ça, est-ce qu'on peut en parler? Donc, voilà, on est vraiment là-dedans. Focalisation, ensuite, que l'intervenant suscite chez le patient ses propres motivations à changer. Donc, c'est l'évocation, ça c'est le cœur de l'entretien motivationnel. On va chercher les motivations de la personne. Ça c'est fait. Pardon. Dans le cas, comme dans l'exemple que vous avez fait, quand vous avez demandé quels étaient les avantages de oui. voir, elle a dit que les freins. Tu as tout à fait raison, tu as bien observé, ça m'a ennuyé un peu parce que j'espérais quand même qu'elle donne des avantages. Ça m'aurait permis de mieux faire mon entretien motivationnel. Mais donc, on va respecter ça aussi en fait. Si la personne ne donne que des freins, ben, on va écouter les freins. Je pense que tu t'es senti quand même écouté par rapport à ça. On va respecter ça aussi. Mais tu as vraiment très bien observé les choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment... Et je ne lui ai pas dit, oui, mais quand même, donnez-moi des avantages, quoi. Voilà, j'ai respecté le fait qu'elle ait donné que des freins, et puis j'ai essayé d'y répondre d'une autre manière. Et dans ce cas-là, on peut faire quoi? On peut lui dire, donner des pistes d'information, des livres, un livre ou quoi, lui dire on se voit dans une semaine. Oui, c'est ça. C'est essayer en tout cas de, comme on dit, de changer un peu de focus. Et même, moi, je ne suis pas satisfait avec ça, surtout que je voulais vous montrer comment ça fonctionnait quand on le faisait bien. Mais voilà, en même temps,
on respecte là où en est la personne et donc on essaie de changer de focus en lui disant, j'aurais pu lui dire, hein, si j'avais été meilleur, j'aurais pu lui dire, là, pour le moment, vous ne trouvez aucun avantage, mais je pense que peut-être je l'ai dit, vous ne trouvez aucun avantage à faire cet autosondage. Voilà, j'essaye quand même de remonter un peu dessus, mais si elle dit non, ok, on va respecter ça et de dire, et c'est pour ça que j'ai changé un peu de focus avec ma proposition de rencontrer quelqu'un. Voilà. Non, bien observé. Alors, quand ils ont développé l'entretien motivationnel, donc ils ont été influencés par différentes approches psychologiques. Il y en a plus que ça, mais c'est souvent celle-là qu'on présente. Je vous dis ça très, très rapidement et de manière très synthétique. Donc, il y a la thérapie humaniste de Carl Rogers qui a donc développé l'écoute active. Est-ce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent déjà l'écoute active? Un peu, là? Oui, non? Oui? OK. Donc, l'écoute active, c'est vraiment c'est une des bases de la psychothérapie humaniste, en tout cas. C'est vraiment d'aider la personne à trouver en elle son chemin, entre guillemets, dans la vie. Et donc, ça fait un peu bisounours, hein, la phrase qui est là, mais chacun a en lui la capacité de conduire sa vie d'une manière à la fois satisfaisante sur le plan personnel et constructive sur le plan social. Il existe une forme particulière et libératrice de relations d'aide qui permet aux gens de trouver en eux sagesse et confiance et de faire des choix de plus en plus sains, de plus en plus constructifs. Bon, si c'était vrai pour tout le monde tout le temps, ça nous aiderait, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que l'écoute active aide la personne à trouver le meilleur en elle, et où on n'est pas directif, où on est dans des questions ouvertes, dans la reformulation, dans de la valorisation. Donc l'entretien motivationnel, on est là-dedans. Deuxième chose, c'est la dissonance cognitive de Festinger, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, qui nous dit qu'en fait, quand on a des cognitions qui ne s'accordent pas, on tend à les réduire en changeant de comportement. Ça veut dire quoi? Si j'aime mes enfants et qu'en même temps, quand je suis sous l'effet de l'alcool, j'ai la main un peu légère avec mes enfants et que je les frappe, eh bien, si je suis dans la dissonance cognitive, je vais me dire, bon, là, il faut que j'arrête de boire ou bien que je quitte la maison. Mais je ne peux pas continuer le comportement que j'ai là. Alors, on n'est pas dans du truc aussi dramatique avec l'autosondage. L'idée, avec la dissonance cognitive, c'est d'aller voir ce qui est important pour la personne. Par exemple, son autonomie, par exemple, d'autres choses qui peuvent être importantes pour elle et où l'autosondage viendrait renforcer, si vous voulez, par exemple, l'autonomie. Ou si la personne est hospitalisée régulièrement parce qu'elle a des infections, des choses comme ça, alors qu'elle veut arriver à être indépendante, ça peut être aussi une bonne motivation. Et donc, on va essayer de s'intéresser à ce qui est important pour la personne. Ça rejoint un peu ce que tu disais là tantôt quand tu dis quand quelqu'un arrive, j'ai d'abord besoin de le connaître. Alors c'est sûr que quand on voit quelqu'un depuis 2 minutes, on ne va pas lui dire hey, « qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ?» Mais c'est un peu la suite de ça et en cours d'entretien, moi ça m'arrive régulièrement alors que je vois les gens, je ne les vois pas 50 fois et donc c'est à la première consultation quand les personnes sont assez ambivalentes, c'est de demander, tiens, est-ce que je peux nous demander qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Et ça peut nous aider à avancer par rapport à certains objectifs. Proche à ce qu'on oublie. Théorie de l'auto-efficacité de Bandura, c'est très simple à comprendre. Sentiment d'efficacité personnelle modifie profondément la disposition au changement des individus. Quand vous aviez quelques années de moins, ou même pas beaucoup, et que vous suiviez des formations, des cours, que vous aviez des examens, quand un examen se passait bien, vous sortiez plutôt en forme, plutôt satisfait ou satisfaite, et vous aviez envie d'étudier le suivant. Par contre, si ça n'avait pas bien marché, c'était un peu plus difficile pour se mettre à étudier le suivant. C'est simplement ça. C'est quand on se sent avec un bon sentiment d'auto-efficacité de soi, qu'on est satisfait de sa manière de fonctionner, on arrive plus facilement à faire des changements dans sa vie, à étudier ou à faire des choses comme ça. Donc, on va beaucoup valoriser les patients. On va être dans la valorisation authentique, pas du tout je dirais imaginaire, mais vraiment, on va être congruent, on va être dans la valorisation, on va en reparler. La réactance de Brehm, c'est très simple. Quand on nous pousse, quand on nous oblige à faire quelque chose, on a juste envie de faire l'inverse. Je ne sais pas vous, moi c'est comme ça.
même si dans un coin de votre tête, quelqu'un, votre conjointe, une amie, n'importe qui, un ami vous dit « Tiens, ce serait quand même bien que tu perdes quelques kilos, que tu fasses un peu de sport ou un truc comme ça, ou que tu arrêtes de fumer », même si dans votre tête, vous vous dites « Oui, bah, il a quand même un peu raison hein. », ben non, vous allez vous défendre en disant « Écoute, quand toi, tu auras arrêté de boire tes 3 whisky tous les vendredis soirs, on en reparlera. » Donc, on va se défendre. C'est la réactance. Quand on nous pousse à faire un truc, on n'a pas envie de le faire. Et donc, on ne va pas mettre la pression chez les patients pour qu'ils fassent leur autosondage. On va être dans le respect, comme vous l'avez très bien dit, et dans la construction avec eux. On parle tout le temps de motivation. Alors, une petite chose importante, je trouve, c'est qu'il y a 3 composantes dans la motivation. Il y a l'importance, la confiance et la disposition au changement. Ça veut dire en quoi ça serait important pour tous ceux qui ne font pas de sport de faire du sport. Et donc, on peut imaginer, on pourrait faire l'exercice, mais on n'est pas là pour ça, de se dire, tiens, entre 0 et 10, quelle importance ça aurait pour vous de faire du sport plus régulièrement? Et donc, voilà, peut-être que quelqu'un dirait 4, on lui dirait, tiens, qu'est-ce qui fait que tu es à 4 et pas à 2? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois à 6 et plus à 4? Donc, on va faire réfléchir la personne sur l'importance qu'a le changement. On ne va pas lui dire, si c'est 4, ouais, ok, c'est pas terrible, écoute, quand tu es à 5, tu reviens. Non, on va être dans cet échange autour de l'importance. Mais il n'y a pas que l'importance. Il y a la confiance en soi pour y arriver. Et dans votre sujet, c'est évidemment quelque chose de central. Et donc, de nouveau, quelle serait votre confiance pour pratiquer une activité physique régulière? Ou plus concrètement, le patient, quelle est votre confiance en vous pour arriver à gérer l'autosondage vous-même? Oh, 2 ou 3, vous savez, là, vraiment, j'ai peur de ceci, j'ai peur de ça, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez à 5 et plus à 2 ou à 3? Et donc, ça peut être, comme tu l'as très bien dit dans le deuxième jeu de rôle, ben, j'aurais besoin vraiment presque d'être hospitalisé pour arriver à bien maîtriser ça moi-même, etc. Et donc, on fait parler la personne pour que sa confiance en elle augmente. Et puis, on fait les choses, évidemment, pour que ça puisse augmenter. Et puis, la disposition au changement, c'est en quoi c'est une priorité pour moi. Oui, là, je suis décidé, c'est demain. Et si vous voulez, il faut que les 3 soient ouverts. Il faut que, pour faire un changement, que ça soit important pour la personne, qu'elle se sente confiante ou prête, enfin, pas prête, pardon, confiante en elle pour le faire, et qu'elle soit prête à le faire. Et c'est 3 choses différentes. Et donc, on aborde ça dans l'entretien motivationnel. L'ambivalence, passons, vous avez bien compris ce que c'était. Et donc, je vous rappelle, l'idée, c'est vraiment que notre réflexe correcteur, on essaie qu'il soit tout petit, et on va travailler autour de l'ambivalence et de la relation avec le patient. Dans les 4 processus qu'on a dans l'entretien motivationnel, puisqu'un entretien motivationnel, c'est assez structuré, on va d'abord être dans l'alliance. Tu as bien résumé ça. Parlez-moi de vous, dites-moi un peu voilà, ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes là. Et donc, on va créer l'alliance. Et dans l'entretien motivationnel, dans cette alliance, on va surtout être dans le non-jugement, dans l'acceptation de l'ambivalence de la personne, dans le respect vraiment de l'autre. Ensuite, on va focaliser, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'on aborde cette question et qu'on avance? Ensuite, l'évocation, c'est quelles seraient vos motivations? Comment ça serait votre vie si vous arriviez à gérer vous-même votre autosondage? Quels seraient les avantages pour vous? Et donc, viendra là aussi sans doute un peu les freins, mais ce n'est pas grave, on les entend et on les accepte. Et puis la planification, qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez faire? Les 4 processus, ils sont interreliés, c'est-à-dire que l'alliance, elle doit rester tout le temps, parce que si l'alliance s'écroule, ben, tout le reste va s'écrouler aussi. Focalisation, il faut qu'on reste focalisé dans le reste de l'entretien. Susciter l'évocation, ça reste important aussi, même quand on est déjà dans la planification. Des questions jusqu'à présent ou des remarques, pendant que je bois un tout petit peu? Tous les sujets ne sont pas évidents, comme elle parlait, les diabètes, le tabac aussi. Je trouve que l'entretien motivationnel n'est pas toujours évident avec tous les sujets. Ouais. On parle dans une clinique du pied diabétique, par exemple, tout est pris en charge, le patient il sait, il vient, il reçoit ses trucs gratuits, ses appareils.
Voilà, et donc il se dit, bon, tu m'énerves, je continue ma vie, je continue de manger et boire comme d'habitude, je n'ai pas du tout envie de faire de manière on soignera, et en plus ça ne me coûtera rien. Je veux dire, tu m'embêtes, quoi. Qu'est-ce qui va aller changer son régime alors que tout est remboursé dans la... Enfin, mais là j'essaie toujours, moi, de... Parce que si vous leur dites, la fois prochaine, je veux que vos glycémies soient impeccables, ben, c'est perdu, il va sortir, il va dire, celle-là, elle est une grosse conne, elle ne comprend pas. Moi, je travaille par micro-objectif. Bon, ça prend plus de temps, mais micro-objectif, je dis, écoutez, bon, je comprends que c'est... Alors, je fais une alliance, voilà. Je dis, je comprends que c'est difficile pour vous, c'est une maladie chronique, tous les jours au matin, vous l'avez. Ce n'est pas mon cas, donc je peux imaginer. Maintenant, on va essayer d'avancer pour votre bien, pour éviter d'avoir des problèmes. Vous avez déjà fait un infarct, vous voyez, ça, c'est une complication du diabète. Et puis, j'ai dit, la fois prochaine, on va essayer, puisque vous ne faites pas vos 4 contrôles, on va essayer d'en faire au moins 3. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir des résultats glycémie avant d'aller coucher pour pouvoir vous aider à adapter vos insulines. Si je n'ai pas ces résultats-là, j'ai un peu difficile pour vous aider. Et donc, à ce moment-là, il sort en disant, bah, celle-là, elle est sympa quand même. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, ils adhèrent, on essaye. Mais bon, c'est vrai que mon diabétique, c'est vraiment un cas très compliqué. Et donc, il faut petit à petit créer une relation, et puis ben voilà, alors on dit ben, on est disponible par téléphone, parfois on leur retéléphone en disant tiens, vous savez me donner vos glycémies, est-ce que vous avez su adapter votre dose, je peux vous aider, vraiment montrer de l'intérêt. Et ça, souvent, montrer de l'intérêt. Et puis, moi, j'ai un cas à partager parce que pourtant, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, donc quand même, je pense que j'ai un peu de bouteille, mais c'est un patient qui est venu chez nous depuis des années, et c'est un alcoolo. Donc il vient en diabéto, et chaque fois qu'il vient chez le médecin, il pue l'alcool, le whisky, à travers le bureau, moi je le sens. Et un jour, je me dis, mais je comprends pas. Puis je me dis, il sait qu'il va aller chez le médecin, qu'il va se ramasser un savon pour lui remonter les bretelles parce qu'il boit encore. Et puis je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je lui dis, tiens, mais vous avez des enfants, vous, monsieur? Je ne savais plus. Il me dit, j'avais 2 filles. J'avais, puis là je l'interpelle, je dis j'avais, mais vous avez toujours 2 filles. Non, il y en a une qui est décédée. Et là, il s'effondre en larmes. Et là, j'ignorais, et ça c'est une de mes erreurs, j'ignorais comme quoi il faut parfois montrer de l'empathie aux gens, que ce monsieur avait perdu une fille dans un cas d'un rapt, on l'avait coincé, on l'avait ligoté, on l'avait écartelé, enfin bref, je vous passe les détails, on l'avait tapé à l'eau. Donc on l'a retrouvée 1 mois plus tard, enfin bref, elle était décédée. Et donc il picolait depuis ce moment-là. Mais ce monsieur-là, j'étais bien à lui dire qu'il avait raison de moi. Quelque part, c'était une façon pour lui d'oublier. Donc, on l'a vu tout à fait différemment. Et donc, c'est parfois que les gens ils ne sont jamais indemnes, quoi. Donc, les gens qui viennent à des autosurveillances, autocontrôles ou quoi, ou des sondages intermittents ou quoi, ils ne sont pas indemnes. Donc, il faut essayer de comprendre d'où ils viennent. Et si vous arrivez à montrer ne fût-ce que de l'intérêt pour ce qu'ils peuvent vous raconter, parce que eux, ça tombe, c'est leur chat qui est mort qui est plus important que ce que vous voulez raconter vos sons. Ben, c'est sûr, c'est évident. Et donc, évident. si vous montrez ne fût-ce qu'une fois de l'empathie, ben, il va dire, celle-là, elle me comprend quand même plus que l'autre dame. Ou que, voilà. Et donc, vous arrivez à faire une adhésion, mais ce n'est pas toujours évident. Mais donc, merci, parce que voilà, je pense que c'est ça, c'est une des clés, c'est l'empathie. Et l'autre chose aussi, comme tu l'as dit toi aussi, c'est aussi de dire, écoutez, moi je suis inquiet par rapport à ça ou à ça. C'est vrai que c'est facile pour vous, vous venez ici et tout à fait, vous y avez droit, il n'y a pas de souci. Et en même temps, il y a ça et ça. Et puis on voit, alors soit la personne... voilà, on va dire oui, okay, non, ça va, on laisse tomber, c'est sûr, c'est leur choix. Ce qui est important aussi dans la philosophie de l'entretien motivationnel, que je trouve très intéressant, c'est aussi de se mettre à soi moins de pression pour arriver à un résultat chez l'autre. Vraiment pouvoir se dire, je caricature, mais c'est votre problème si vous ne faites pas du sport 2 fois par semaine. Ce n'est pas à moi à vous convaincre. Et donc, on se met moins de pression. D'abord, ça vous donne une vie plus facile comme soignant. Et aussi, quand vous mettez moins de pression, on a des meilleurs résultats chez la personne qu'on a en face. Et aussi, et l'autre piste, c'est l'empathie, c'est sûr. Mais on pourrait en parler plus longtemps, je suis désolé. Oui. C'est à faire un petit peu dans un entretien avec un patient tous les pas et qu'on arrive à la phase de la planification et qu'on essaye de mettre un peu à un contrat. Donc, dans le prochain rendez-vous, comme vous l'avez dit pour les diabétiques, il va venir au moins avoir fait 3 fois dans la journée. Bon,
et que le patient dit oui, donc il suit le jeu, mais que quand il vient au rendez-vous après, il n'a rien fait, il nous embobine à nouveau, et c'est ainsi, en fait, tous les rendez-vous se passent de la même manière, et on obtient aucun résultat, parce qu'à un moment donné... L'idée, c'est de parler de ça, de dire, tiens, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? On avait convenu de ça l'autre fois, et puis je vois que le carnet est vide, enfin je caricature parce que maintenant il y a mieux que des carnets, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Et donc l'idée, c'est vraiment toujours aussi qu'est-ce qui est en train de se passer et de le dire au patient. Et si, comme tu dis, si à chaque fois c'est la même chose, c'est aussi de nommer les choses. Moi, juste excusez-moi, je vais aller très vite. Un tout petit exemple, j'avais un patient comme ça, quand il venait en tabacologie, je me dis, ah chouette, je vais de nouveau bien m'amuser parce que c'était un patient qui avait beaucoup d'humour, donc c'était très gai, mais il n'arrêtait absolument pas de fumer. Et donc, je lui ai dit une fois, je dis, écoutez, moi c'est gai, j'aime beaucoup, vous avez beaucoup d'humour, c'est très fin et tout. Et en même temps, l'objectif que vous aviez au départ, ça ne se passe pas. Est-ce qu'on peut en parler? Et donc, il m'a sorti vraiment d'autres choses beaucoup plus profondes. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres priorités beaucoup plus psychologiques à travailler avec ce monsieur qui a accepté d'avoir un suivi. Mais voilà, c'est de nommer les choses. C'est pas de se laisser, comme tu dis, embobiner. C'est tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je vais accélérer parce que... Alors, juste l'empathie, parce que vous en avez parlé, vous l'avez cité, c'est hyper important. Je vous partage, on est nouveau dans le diabète, je suis désolé. Ici, on a en fait 900 patients diabétiques qui sont répartis en 3 groupes différents en fonction du niveau d'empathie du médecin qui les prend en charge. Et on se rend compte en fait que dans le groupe où les médecins sont très empathiques, les résultats sont meilleurs que dans le groupe où les médecins sont faiblement empathiques. Donc l'hémoglobine glycosylée, donc la moyenne de glycémie des semaines précédentes, et le LDL, le cholestérol sont meilleurs si les médecins sont empathiques. Et un signe de l'empathie, je suis désolé, je vais devoir accélérer, ça c'est une grille d'analyse de l'entretien motivationnel. La qualité d'un entretien, c'est quand on fait des reflets de la reformulation complexe avec les patients, c'est-à-dire quand on essaye de mettre des mots sur ce qui se passe chez le patient. Parce que donc dans les outils de l'entretien motivationnel, on a donc posé des questions ouvertes. Comment ça serait pour vous? Expliquez-moi quelles seraient vos motivations, etc. On va faire des reflets donc de l'écoute réflexive. On va donner des informations d'une certaine manière. On va beaucoup valoriser et on va aussi faire des résumés de la motivation des personnes. Alors, juste un petit mot sur l'écoute réflexive, sur les reflets. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des reflets simples quand on reprend juste les idées de la personne ou des reflets plus complexes quand on va chercher plus loin. Je ne pense pas que ça pourrait m'aider, vous dit le patient. Un reflet simple, ça ne pourrait pas vous aider, donc on reprend les mêmes mots, c'est parfois déjà très bien. Un reflet complexe, on va chercher plus loin, on peut prolonger l'idée, il faut que je vous explique mieux comment cela pourrait vous aider. Un reflet de sentiment, vous avez l'impression que rien ne pourrait vous aider actuellement. Donc on essaye d'aller chercher plus loin que ce que la personne nous a dit. Et je vais encore juste prendre 2 dias parce qu'autrement on va nous jeter dehors, c'est dommage qu'on n'a pas plus de temps. On va aussi partager de l'information avec les patients. Donc quand on se dit tiens, c'est intéressant que je donne de l'info, on va demander à la personne si elle est d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous en dise plus concernant les avantages qu'il y aurait à s'autosonder? Soit la personne vous dit oui, on avance, soit elle vous dit non, vous respectez le non évidemment. On dit là pour le moment, ce n'est pas important pour vous ces informations-là. Si la personne vous dit oui, qu'est-ce que vous en savez déjà? Ben oui, il y a ça, ça et ça. Ça vous permet de valoriser la personne parce que peut-être elle en sait déjà énormément et ça suffit, c'est très très bien. Soit ça vous permet éventuellement, entre guillemets, de corriger un petit peu les informations. Puis vous donnez donc vos infos et puis on demande à la personne qu'est-ce que vous en faites. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de partager les informations. On n'est pas l'expert qui dit « bon, moi, je vais vous expliquer, vous écoutez et puis j'espère que ça va marcher ». Non, on est vraiment dans ce partage qui est très, très constructif. Et dernière chose, et puis le reste vous aurez dans le PowerPoint, mais la valorisation, c'est un outil aussi très très important.
où on va mettre en avant, donc on ne va pas dire à la personne c'est bien, on peut lui dire, mais ce n'est pas ça le but. C'est vraiment de mettre en avant ses ressources, ses qualités, ses tentatives, ses réussites. Vous êtes quelqu'un de déterminé à essayer de faire au mieux pour votre santé. Vous êtes quelqu'un pour qui les enfants, vos enfants sont vraiment très importants. Et donc tout ça, c'est de la valorisation. Et ça permet, comme je vous le disais avant, de faire avancer la personne. Je vais quand même prendre une dernière dia. Discours changement, donc tout ce que la personne peut dire qui va vers le changement, parce que si vous pouviez juste éventuellement dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent être attentif à ça et essayer de rebondir dessus quand le patient fait du discours changement et de voir ce que ça donne. Donc, le discours changement, ça pourrait être donc j'aimerais arrêter de grossir, j'aimerais être plus en forme. Ça pourrait être je pense que je serais capable de réaliser mes soins seul si je comprenais mieux. Les raisons, en vivant seul, il faut absolument que j'arrive à mieux me débrouiller pour mes soins. Les besoins, je veux retrouver mon autonomie par exemple. Puis on avance, je pourrais commencer par l'engagement la semaine prochaine, je vais faire ça, ou j'arrive à faire mes soins depuis un mois. Donc tout ça c'est du discours changement. Oui, je vais m'arrêter parce que... Et donc tout ça c'est du discours changement. L'idée c'est vraiment d'essayer de rebondir dessus. Tiens, dites-moi plus. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'autre? Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire? Et donc vraiment d'aller, comme on dit, cultiver le discours changement. Voilà, je vais m'arrêter là. On espère que Coloplast va organiser des formations de plusieurs jours à l'entretien motivationnel, ce qui nous permettrait de faire les choses à fond et correctement. Ils le font déjà du côté néerlandophone, donc il n'y a pas de raison. Et voilà, donc désolé, on s'arrête là, mais il y a encore autre chose après pour vous, donc je ne veux pas vous retarder. Merci à vous.